Salut la commu! Si vous kiffez mon contenu, le meilleur moyen de le montrer, c'est de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la diff. Salut tout le monde, c'est William et Aiko, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Première vidéo de la série de critiques que j'avais envie de lancer, que je vous ai teasé un petit peu dans la présentation de la chaîne, et critique qui n'est pas des moindres parce que je commence par un film, bon certes sorti il y a longtemps parce que je ne serai jamais à jour sur mes critiques, mais un film qui moi m'a marqué énormément et qui fait énormément débat entre les personnes qui l'adorent et les personnes qui le détestent, et que je trouve très intéressant d'analyser, beaucoup plus profondément en tout cas que d'un point de vue uniquement cinématographique. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous parler du film Gourou. Le film Gourou est réalisé par Yann Gosselin sur une idée de Pierre Ninet. Pierre Ninet qui joue le personnage de Mathieu Vasseur, qui est le personnage principal de l'intrigue, personnage qu'on retrouve dans d'autres films de Yann Gosselin, qui est un personnage récurrent, en tout cas un archétype de personnage qu'on retrouve plusieurs fois. Gourou raconte donc l'histoire de Mathieu Vasseur, qu'on appellera Matt tout au long de cette critique, qui est coach de vie et qui rassemble énormément de personnes autour de son fameux coaching. Coaching qui a pour vocation de vous aider à avoir une meilleure vie, à être plus maître de vous, etc. et dont le slogan est « Le pouvoir est en toi » de manière générale. C'est vraiment l'archétype du personnage tel qu'on le voit aujourd'hui dans la réalité du coach de vie qui veut te tirer vers le haut, etc. Et c'est un film que je trouve personnellement très intéressant et que j'oserais même dire important. Et c'est pour ça que cette critique me tenait à cœur, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le sujet. Avant de me lancer dans cette critique et avant d'aller voir le film, j'étais allé voir rapidement quelques avis, quelques critiques, etc. Et en fait, je ne suis absolument pas d'accord avec ces critiques et je me suis dit que ce serait intéressant de ramener un point de vue qui change, un point de vue qui vient aborder d'autres sujets que ceux qui ont pu déjà être traités sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo et on commence tout de suite. Spoiler dans cette vidéo, je vous raconte pas forcément le film en long en large, c'est mieux de l'avoir vu pour voir cette critique, etc. Je vais forcément vous parler de moments que j'ai vus, de moments qui m'ont marqué dans le film, etc. Je vous conseille très fortement d'aller voir le film d'abord, puis de regarder la critique et de vous faire bien évidemment votre propre avis là-dessus, parce que ce n'est pas parce qu'on critique qu'on essaie forcément de vous mettre d'accord avec nous, c'est plus un partage d'un point de vue sur une œuvre qui est ce film en l'occurrence. Dans Gourou, on suit donc le personnage de Mathieu Vasseur qui va petit à petit décliner suite à la tentative d'adoption et finalement l'adoption par le Sénat d'une loi pour encadrer les activités de coaching. Loi qui vise à finalement considérer le coaching de la même manière qu'on considère la psychologie ou la psychanalyse, c'est-à-dire à partir du moment où on agit sur les gens et qu'on cherche à leur apporter un soin, et ben il faut un cadre pour faire ça. Et donc c'est à partir de ce point-là que on construit tout le film, etc. et qu'on suit le personnage de Matt au travers de tout ce que ça va poser comme problème pour lui, étant donné qu'il n'est pas diplômé, et surtout qu'est-ce que ça va poser comme problème par rapport à tout ce qu'il a entrepris. Et c'est le gros sujet. En fait, le gros sujet, c'est l'ego de Matt, qui est l'antagoniste de l'histoire, clairement. Et ça, c'est un premier point que moi, j'ai adoré. J'apprécie suivre l'antagoniste. J'apprécie savoir que ce personnage que je vais suivre, je sais qu'il est mauvais pour les autres, pour les gens, et je sais que je vais aimer ce personnage quand même. Et je trouve que c'est des choses qui transparaissent beaucoup dans le film, c'est qu'on a pas mal de moments où en fait, on est de son côté, mais on devrait pas l'être, et ça pose beaucoup de questions. Je sais que l'une des critiques qui est faite le plus souvent à ce film, c'est le fait que le propos principal devrait être centré autour de ce truc de avoir ou non un diplôme pour pouvoir devenir coach de vie. C'est pas du tout le propos du film. Pour moi, ce film, si je dis qu'il est important, c'est parce qu'il critique ouvertement quelque chose qui est trop réel et dont on ne parle que très peu. N'oublions pas que pour réaliser le film, Yann Gosselin, il est allé dans certaines conférences de certains coachs de vie et qu'il a pris des notes réelles pour faire la base de ce qu'il a fait. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être plus vraies, et je vous garantis que pour avoir frôlé cette espèce de dérive sectaire qu'est le coaching personnel, etc., c'est plus que réel la manière dont ça fonctionne. En fait, je pense que c'est un film qui personnellement m'a touché parce que ce sont des choses que j'ai approchées et dans lesquelles j'ai failli tomber. Et la seule chose qui m'a pas fait tomber dedans, c'est que ça coûte beaucoup trop cher et que
En fait, j'avais pas les sous pour faire ça. Et je pense que c'est ça qui m'a sorti de cette espèce d'engrenage, et c'est en ça que je trouve le film très intéressant. On ne se rend pas compte quand on y va et quand on écoute les critiques sur YouTube, actuelles en tout cas, de l'importance de ce film pour sensibiliser aux techniques de manipulation qui sont mises en œuvre par ces coachs de vie pour pouvoir en fait ramener des gens autour d'eux et faire payer des week-ends à 10 000 euros. Tout ça pour dire on profite de l'effet de masse pour pouvoir faire comprendre soi-disant des choses aux gens. Vous l'aurez compris, c'est un film que j'ai énormément aimé, que je trouve nécessaire, comme je l'ai déjà dit, et qui pour moi nécessite un décortiquage un peu plus précis que je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour être complètement honnête et transparent avec vous, j'ai passé un très bon moment au cinéma, certes, mais surtout, ce film, il a eu un effet sur moi qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est que dès que je suis sorti de la salle de cinéma, j'ai sorti mes notes et j'ai pris un maximum de notes sur le film parce que il y a plein de choses qui me sont revenues en tête, plein de choses que j'ai comprises au fur et à mesure, et pour moi, c'est comme un bon thriller de Franck Tilliez. Vous voyez dans l'idée, on nous donne suffisamment d'éléments pour être intelligent pendant le film, et ensuite derrière, il y a tout un truc qui se passe mentalement d'analyse, comme je disais, de deuxième ou de troisième lecture que je trouve hyper intéressante et que j'avais envie de vous partager. Déjà, pour moi, il y a un truc hyper important dans ce film qu'on n'a pas forcément capté dès le départ, c'est vraiment le fait que nous-mêmes, on cherche à nous enfermer à l'intérieur de cette boucle-là. Quand on commence le film, on est du côté de Matt, parce que on voit que des choses positives, je veux dire, on a de la musique qui arrive, qui est très forte, on a une figure charismatique qui arrive, qui est très forte aussi. Le premier effet que ça fait en tant que spectateur, c'est que dans un premier temps, on se méfie, puis on est pris dans un système d'euphorie aussi. Pour ça, bien sûr, il faut se laisser prendre au jeu. Un film n'est pas forcément là pour qu'on ait un recul tout de suite dessus. Vaut mieux vivre l'expérience et ensuite prendre le recul et analyser ce qu'on a vécu pour vivre pleinement l'expérience. Et donc, prendre un recul dès le départ, c'est pas forcément quelque chose de plus futé pour comprendre ce film, à mon sens. Nous, on arrive là-dedans, on arrive en salle de ciné, on a déjà vu la bande-annonce, on sait ce que ça dénonce, on sait vers quoi on va tendre, donc forcément, on se méfie du personnage dès le départ. Mais sur les premières minutes vraiment du film, on nous dépeint un personnage qui est très tranquille, qui est très posé, qui va vraiment chercher à aider les gens avec une équipe autour qui croit en lui aussi. Alors, on nous inclut dès le départ des mécanismes de mise en scène qu'on voit, etc. Mais on nous pousse à la sympathie pour le personnage de Mathieu Vasseur, et du coup c'est très très intéressant. En plus, on nous montre dès le départ du film un moment de fragilité avec son frère, où on voit un frère hyper agressif, hyper cartésien, un gars qui clairement, s'il a pas dit un jour que les psys c'était pour les fous, c'est qu'on a gagné au change quand même. C'est vraiment un sale type en fait. C'est un mec qu'on n'a pas envie d'aimer, et du coup parce qu'on n'a pas envie de l'aimer, parce qu'il parle mal, parce qu'il est vraiment violent verbalement, et parce que face à nous, on a aussi un personnage qu'on sent fragile, en fait. Face à son frère, on a l'impression que voilà, il y a eu des violences dans la famille, qu'il n'a pas été écouté, etc. On nous tend vers une appréciation du personnage. En tout cas, on nous dresse un tableau de lui qui est plutôt conciliant. Un tableau où on se dit, ok, mais en fait, c'est un gars qui veut faire du coaching parce qu'il veut aider, parce qu'il a souffert. Et donc, là, dès le départ, et c'est ça que je trouve magistral dans ce film, on est, dès le début, pris au piège. On est pris au piège parce qu'on nous apporte de la sympathie par rapport à Matt, où on se dit, oui, mais il a vécu de la violence, il a vécu tout ça, en plus il s'exprime bien, enfin, il y a un truc très propre sur soi, en fait, une enveloppe qui donne envie d'y croire. Et on se rend pas compte, mais à ce moment-là, on est nous-mêmes pris au piège dans ce cercle infernal qui est mis en place par Matt. Au début du film, si on commence à être touché par le personnage, on rentre dans le même rouage que toutes les personnes qu'on a vues dans les premières scènes, qui sont dans cette foule, etc., d'adulation, etc., de la figure que lui représente en tant que coach de vie. Quand on regarde le personnage, au premier abord, c'est très propre. Quand on arrive même dans son quotidien à lui, même avec sa meuf, c'est très carré, c'est très net. On est dans un espace d'appartement, de maison qui est très carré, très net. On est dans quelque chose de vraiment plat, de vraiment lissé. Une première image qui est vraiment faite pour nous agripper et nous mettre dans le même bain, en fait, que les personnes qui sont dans ces conférences-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous apporte des petits codes comme ça que nous-mêmes on attend et qui nous permettent de nous mettre un petit peu dans le bain aussi, notamment avec le plan du bain de glace que moi j'ai trouvé magnifique. On a le visage de Matt sous l'eau, les yeux ouverts, avec plein de glace qui passe par-dessus. Je trouve ça très intéressant parce que déjà en termes de lecture, finalement, ça parle un petit peu de toute la suite du film. C'est très très symbolique et moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est aussi des plans qui
sont très très beaux. Et on est sur des jeux de lumière qui sont très intéressants tout au long du film d'ailleurs. On passe du terne au plus lumineux, etc. Il y a un vrai jeu qui se fait là-dessus tout du long et qui est, en tout cas à mon sens, super intéressant. Donc au tout départ, on est pris vraiment dans ce cercle où on se dit mais en fait, on est de son côté à Matt, on est avec lui, enfin on en arrive même à se dire à la commission, bah ouais mais en fait, pourquoi est-ce que lui il aurait pas le droit? On n'est pas du côté de la commission, on est du côté de Matt, on se dit mais en fait laissez-le faire ses trucs, et on en oublie toute notion de logique finalement qui est que, mais en fait c'est dangereux d'avoir une personne qui n'est pas formée, qui prétend venir te sauver en fait, te soigner psychologiquement. Et en fait ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que toute cette manipulation que nous on subit en tant que spectateurs, parce qu'on la subit véritablement, on ne s'en rend compte qu'à la fin, qu'en sortant du film, quand on réfléchit à ce qu'on vient de vivre en fait. Comme je le disais, dès le départ, on est pris en pitié pour le personnage. On se dit ah oui mais il a eu des problèmes dans sa famille, dans son enfance, son frère c'est quand même un sale type, il arrive à la commission, on se dit ah mais on est content pour lui, il est dans un truc vraiment d'excellence, d'accord, où il est confronté au Sénat, mais on pense qu'il va y aller parce qu'il va être considéré, et c'est ce que lui pense aussi, considéré à sa valeur de coach pour pouvoir aider à mettre en place d'autres coachings, etc. Ce qui pour Matt d'ailleurs, parenthèse, est une bonne opportunité, en tout cas il y va dans cette envie-là de, en fait, prendre le lead sur tout le coaching en France, concrètement. Lui, il va être le premier, il va être le numéro 1, donc forcément, être à la commission en espérant être la personne qui va permettre de réglementer le milieu, ça lui donne aussi un pouvoir et une espèce d'exclusivité sur tous les autres coachings, qui forcément pour le personnage est intéressant. En fait pour moi il y a vraiment deux parties dans ce film, il y a une partie où on va être de son côté, et ensuite ça va basculer, et là on va tomber dans qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du personnage, et comment est-ce que on continue quand même ou pas à être pris en charge en fait, et à être amené à nous trouver en pitié toujours du personnage. En fait, il y a des choses qui sont très intéressantes là-dedans et que je trouve vraiment très chouette, c'est comment on nous montre d'abord une image lisse du personnage pour ensuite nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est à ça que fait penser le bain de glace selon moi dès le départ, c'est le côté fragmenté de sa personnalité et de comment nous est-ce qu'on va partir d'une image très clean, très propre de lui pour en arriver vers une figure qui finalement est monstrueuse. Parce qu'il y a toute une construction autour de la figure du monstre qui est super intéressante. Et c'est très chouette parce que du coup on a une mise en scène qui nous ment dès le départ. On est dans une mise en scène qui veut nous prendre en pitié, évidemment, qui nous montre quelque chose de très clean, où on en arrive même à se dire ah oui mais ce coach-là en fait finalement c'est la figure du bon coach, c'est la figure du coach où ça va, on peut lui faire confiance. Alors oui il fait des conférences qui sont un petit peu chères, oui il fait des mugs à son effigie etc, mais vas-y ça reste quelque chose de correct quand même. En tout cas on nous amène à penser ça, et au fur et à mesure on va nous déconstruire le personnage et on va se rendre compte que on s'est fait berner dès le départ comme les gens. Et même dans cette image de prendre soin des autres, il y a quelque chose de... c'est sportif en fait, c'est hyper engageant, c'est transpirant, il y a quelque chose de très c'est physique en fait, pour provoquer de la dopamine aussi chez les gens etc. Donc dès le départ on est dans un truc assez particulier. Mais je trouve que la chose la plus intéressante en termes de construction de ce film, c'est l'aspect religieux qui y est donné. Il y a plein de clins d'œil religieux qui sont super importants à prendre en compte. En fait, Matt c'est un personnage qui progressivement, si ce n'est pas dès le départ, ne se prend pas forcément pour un dieu, parce que selon moi il y a une figure en tout cas de Dieu au-dessus de lui, mais clairement comme Jésus. Et d'ailleurs lui-même le dit à un moment donné du film. Et ça, c'est une partie que je trouve très intéressante à analyser. On est dans la construction d'une hiérarchie religieuse moderne. Déjà, une des premières choses que je trouve hyper intéressante, c'est que sur une partie du film, Matt critique tout ce qui va être ésotérisme, tout ce qui va être conférence autour de la loi de l'attraction, ce genre de choses, etc., dont je vous parlerai dans d'autres vidéos parce que je trouve que c'est des sujets très importants à traiter aujourd'hui et des sujets sur lesquels on a besoin en fait de s'alerter et de se questionner. Tous ces aspects ésotériques là, qui sont des choses hyper présentes aujourd'hui, il suffit d'aller sur TikTok pour s'en rendre compte, c'est présent partout et très peu nuancé en tout cas, c'est des figures que lui critique énormément et pour autant il lui en utilise les mêmes mécanismes pour ses conférences à lui. Par exemple, un des principes de base de la loi de l'attraction, c'est que si tu vibres positif, alors tu vas attirer du positif à toi. Lui est dans ce truc-là aussi, il est dans le truc de vas-y, reprends ta vie en main, tac, mets du positif, prends des décisions, et grâce à ces décisions, tu pourras arriver à quelque chose. Et en fait, lui-même critique ce qui est utilisé dans l'ésotérisme pour faire sa propre manipulation. Et c'est en ça que, pour moi, Guru, ça critique pas seulement les coachs de vie, mais ça vient aussi critiquer tout le courant
courant New Age, les nouvelles croyances qui y sont associées, etc. et la pensée New Age qui est sujette à beaucoup de dérives sectaires aussi, que ça plaise ou ça déplaise malheureusement aux croyants actuels, il y a des choses qui sont quand même très alarmantes sur le sujet. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, en disant « ouais non, en fait on n'est pas là-dedans », ça vient le critiquer quand même, et moi je trouve ça plus que nécessaire. Mais revenons sur l'aspect religieux. Le personnage de Matt, il en parle clairement. Il dit qu'il a des similitudes avec Jésus. Il dit qu'il est comme Jésus. Donc, pour vous dire, déjà là, la lecture sur la partie religieuse, elle est très très claire. Le film, il te le dit. Bon, comme ça, si t'avais pas compris qu'il y avait une double lecture à ce niveau-là, au moins t'es au courant. Il y a plusieurs trucs qui nous font penser à ça même avant, c'est que déjà, en premier lieu, il va prêcher la force des faibles, d'accord? Il va mettre les faibles en valeur, il va dire, mais en fait, c'est vous qui êtes faibles, mais qui faites le monde, c'est vous qui faites que ce monde va être meilleur. Il y a aussi le fait de rassembler les gens, d'accord, de les mettre ensemble dans une pièce, d'en faire une espèce de communauté aussi, et puis bien sûr de les pousser vers un salut, entre guillemets, de les pousser vers le mieux, vers le bon, etc. Lui, il se place en tant que prophète, en tant que fils de Dieu, ou dans notre structure, l'américain dont j'ai oublié le nom, qui est un petit peu la figure de proue, on va dire, du coaching, qui a inspiré Matt, ce serait la figure de Dieu, et lui serait plus du côté de Jésus. Et c'est des choses qui sont mises aussi en avant par l'éclairage. L'avantage de faire un film qui se passe beaucoup sur une scène, c'est que c'est de l'éclairage de spectacle. De la lumière de concert, c'est des lumières blanches ou des lumières jaunes, c'est des choses qui travaillent beaucoup sur la mise en scène et qui du coup nous donnent une image qui est hyper religieuse. Il suffit de voir à la fin quand il y a un énorme mouvement de foule où lui se retrouve au centre, etc. où vraiment il est baigné, il y a une douche qui vient lui tomber dessus, etc. blanche, on a une posture où voilà, il relève la tête et il y a beaucoup de choses christiques en fait dans ce film qui sont du coup super intéressantes et qui permettent de comprendre comment se considère le personnage aussi. Et mine de rien, eh bien ça vient questionner beaucoup de choses aussi, beaucoup de croyances, parce que en fait c'est beaucoup de gens qui sont autour d'une figure centrale, figure prophète qui promet le salut, et en fait au-delà du coup du simple coaching, ça vient critiquer beaucoup de choses et beaucoup de rapports qu'on a avec des croyances et des figures que l'on prie qui font partie aujourd'hui de du paysage. Et donc d'un côté, on a l'américain qui est le dieu des conférences, comme je disais, on a Matt qui va être le Jésus de ces conférences-là, parce que c'est la même chose qu'aux États-Unis, mais en plus petit, d'accord? Et la dernière base de cette trinité, voilà, donc on a le Père, qui présente Dieu, qui serait l'américain, le Fils, qui est Jésus, qui serait Matt, et le Saint-Esprit, alors ça, dans la Trinité, on pourrait imaginer plein de choses, je pense qu'il y a plusieurs lectures de possibles. Il y a des lectures qui pourraient être du côté de Rudy, d'accord, le gars qui est son chauffeur à la base et qui ensuite devient coach. Ça peut être du côté de la foule aussi. Voilà, il y a plein de choses possibles en termes de lecture là-dessus, mais ça aussi, on va revenir dessus. Il y a une chose qui est très intéressante là-dedans, c'est la manière dont on va traiter les figures, la figure christique en fait, et aussi la figure de la bête. C'est que au début, on est sur un prophète très clean, etc., tout ça, et finalement, on pourrait arriver à la fin sur une espèce de vision d'apocalypse, c'est-à-dire que on voit le moment où Matt se transforme en bête, on voit le moment où il y a quelque chose vraiment, c'est très bestial ce qui se passe dans cette scène que je trouve magistrale d'ailleurs, avec ce plan séquence qui vient tourner autour de Matt et d'un autre personnage, qui est le personnage de Daniel, où en fait il se retrouve face à lui et il lui parle et il se rapproche, il rentre dans sa bulle personnelle et ça tourne autour, et ce moment-là, c'est un moment qui est magistral, qui est d'une poésie dingue, qui en termes d'image est fou aussi. C'est le passage de bascule de Matt entre le prophète et la bête, le côté démoniaque, etc., tout ça, où il va vraiment prendre des postures, où on va venir mettre une lumière très blanche sur son visage, du coup ça accentue, en fait ça c'est une règle d'éclairage, mais ça vient accentuer tout ce qui va être cerne, etc., parce que ça va créer des ombres en fait sur le visage. Il y a un côté bestial, même il ouvre la bouche, etc. Il y a un truc qui ressort de lui, qui est super intéressant à ce moment-là, et qui nous montre vraiment la bascule du personnage vers quelque chose d'atroce. Il y a beaucoup dans cette transformation, etc., au moment avec Daniel, où on est vraiment dans une figure holistique qui est dingue, c'est qu'en fait, lui déjà se prétend Jésus auprès des autres, et ensuite essaie d'atteindre la posture d'un dieu. Et du coup, il y a beaucoup de symboliques religieux là-dedans, notamment chrétiens, sur cet aspect de qu'est-ce qui t'arrive si tu essaies de prendre la face
de Dieu, en fait, de le représenter, d'être toi-même Dieu, et où du coup tu te fais bannir, etc., et tu deviens le monstre. Parce que Matt essaie de devenir un dieu, et que en fait, dans la chrétienté en tout cas, devenir un dieu, c'est être puni par Dieu, en l'occurrence. Et ce que je trouve cool là-dedans, c'est que contrairement à d'autres personnes qui considèrent que la partie thriller, elle sert à rien dans la seconde moitié du film, moi je trouve qu'elle est importante. Parce que je considère, en tout cas, quand je monte des spectacles par exemple, que il en faut pour tous les goûts, et il faut que tout le monde soit en capacité de comprendre. Moi, au moment du plan séquence, j'ai compris ce que ça voulait me dire. J'étais dedans, j'étais à fond et tout, il n'y avait pas de souci. Mais il y a des personnes qui vont pas forcément saisir cette figure christique, cette figure de la bête, etc. et à qui il va falloir donner suffisamment de matière pour comprendre qu'en fait, Matt, il a vrillé. Et du coup, je trouve que si on a compris cette double lecture dès le départ et on s'est dit oui, ok, on a la figure christique, etc., la figure du monstre qui arrive et tout, on ne peut pas enlever le fait que certaines personnes ne l'ont peut-être pas comprise et du coup, il faut une lecture pour ces gens-là aussi. Le cinéma, c'est pas réservé uniquement aux personnes comme moi qui vont se dire en sortant ouais, en fait, il y a la figure de machin, la trinité, les tac 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 et prendre des notes. Il y a aussi des gens qui vont y aller, qui vont kiffer ou pas et qui vont juste profiter du film. Et si on fait des films trop intelligents dans le sens où certains cinéphiles l'entendent en disant ouais, mais en fait, c'est pas assez recherché et tout, bah en fait, c'est pas faire du cinéma populaire et le cinéma, ça doit rester populaire en fait. Si on fait que des films hyper compliqués, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est un thriller qui est intéressant pour les personnes qui en auraient besoin, à mon sens, pour comprendre comment le personnage évolue. Maintenant, moi forcément de mon point de vue, j'étais déjà dans l'analyse du film avant la fin, et je me suis dit, ok, bah là j'ai compris la figure et tout, mais ça m'a fait passer un excellent moment. Il y a un truc qui est intéressant aussi, pour en revenir à ce rapport qu'a Matt, donc qui représente finalement les Européens et les Français, par rapport à l'Américain, qui se place en figure de Dieu, c'est que, bah ça vient aussi critiquer la réalité de ce genre de choses. Parce que, ben, en fait, en France, on copie le modèle des Américains, beaucoup, sur beaucoup de choses, et notamment sur ces conférences de développement personnel et tout, c'est un truc qui vient des Américains, et qui s'est importé en Europe, et du coup c'est intéressant d'avoir cette critique-là de, mais en fait, sur quoi on se base? Sur des gens qui ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour enlever son vote pour Trump une fois qu'ils avaient voté pour lui et qu'ils ont vu ce qui se passait. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans, en fait, il y a tellement de lectures sur plein de choses, etc., que résumer le film à, ah en fait l'intrigue ça devrait être l'histoire du Sénat, mais finalement c'est pas bien traité, c'est ne rien comprendre à ce film. En tout cas, encore une fois, selon moi. Donc ça critique ce rapport qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire il y a des choses qu'on prend d'eux, certes c'est très bien, mais est-ce qu'on prend tout? Est-ce que tout est bien à prendre? Est-ce que nous on n'a pas besoin derrière, comme dans le film, de mettre en place finalement des systèmes pour se protéger aussi de tout ce qui se passe? Et pour en revenir sur cette figure du monstre, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est le moment de bascule sur la fin de la dernière scène, ce moment où Matt il arrive enfin aux États-Unis, il touche son rêve en fait de devenir coach là-bas, au moment où en France, et ben voilà, la loi elle est passée, etc. Ça commence à être vraiment cadré et tout ça, c'est voilà, il y a quelque chose qui change à notre échelle, chose qui devrait, si vous voulez mon avis, être mise en place en France, clairement. Et en fait, Matt il arrive au moment où il est au fond du trou. Il est sur un moment de bascule où on a un personnage super intéressant qui est celui de sa meuf, qui le suit mais qu'on voit douter, etc. C'est le personnage sceptique, c'est le personnage qui va réussir à se sortir de ça, le personnage qui va se rendre compte que elle aussi, depuis le départ, elle est manipulée par Matt, elle est manipulée par tout son processus, persuadée, comme le reste de son équipe, que en fait c'est un mec qui veut faire du bien, alors qu'en réalité il fait du mal. Et il y a un autre personnage de son équipe dont j'ai plus le nom, une femme qui elle aussi, quand lui pète un câble et se compare à Jésus, décide de se barrer en fait, et se barre en grande pompe, et moi j'ai adoré ce moment, parce que elle prend conscience de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa relation avec sa meuf, elle est uniquement basée aussi sur tout son principe de manipulation. Elle est persuadée qu'ils sont d'égal à égal, parce que lui se met à l'échelle des gens, se met à l'échelle de la foule, alors qu'en réalité, il se met au-dessus d'elle. Et d'ailleurs, quand elle commence à douter et qu'il le voit, il utilise les mêmes mécanismes. Il l'emmène sur scène, il l'embrasse devant tout le monde, il l'officialise, entre guillemets, il montre qu'il est comme tout le monde, qu'il a une meuf, qu'il est amoureux, etc. Et il la prend au piège, en fait. Il essaie de la ramener dans la foule, parce que l'avantage de la foule, et je vous jure que c'est la même chose dans le coaching aujourd'hui en France. Ce sont des choses réelles, des choses qui existent. C'est pas romancé à ce niveau-là. Quand on vous met dans une foule, vous allez forcément vous sentir mieux. Pourquoi? Parce que vous allez être congratulé. Vous allez être dans un truc vraiment intense où on va vous mettre avec plein de gens, on va vous pousser vers le haut, il va y avoir des cris, des larmes, il y a de la musique hyper forte, ça vient vous stimuler dans tous les coins et du coup vous allez vous sentir mieux. Quand il y aura la redescente, c'est là que vous allez vous sentir mal. Et il y a toute cette scène où donc il emmène sa meuf
bref, Adèle, je crois, sur scène, c'est l'objectif, c'est de la remettre dans la foule, c'est de la ramener là pour qu'elle se retrouve aussi manipulée par ça. Sauf que elle est déjà passée dans autre chose, elle est déjà passée dans la phase de réalisation de ce qui se passe, et donc du coup, par conséquent, ça ne va pas marcher pour Matt. Mais l'objectif, il est là, il est de la manipuler de la même manière. Et là où ça change, c'est le moment où elle fuit, en fait, où ils sont tous les deux à Vegas, et que lui, il pète un plomb complètement, il commence à avoir des hallucinations, il est bestial dans sa posture, dans sa manière de parler, il est extrêmement agressif tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il y a un truc de, on est enfin arrivé sur cette fin de film à qui il est vraiment au fond de lui. On a tout décortiqué, on est passé de la figure lisse au départ, au monstre qui a plus de retenue, qui visuellement, enfin, il est sale, il est fatigué, voilà, il y a un truc vraiment qui, on a plongé au cœur du personnage et on est arrivé à découvrir qui il est pour de vrai. Et le personnage d'Adèle est donc hyper intéressant dans le fait que elle finit par se rendre compte de ce qui se passe et donc de se sortir de cette boucle-là, non sans difficulté, parce que c'est horrible pour elle de s'en sortir. C'est le cas pour énormément de gens aujourd'hui, en Europe en tout cas, qui subissent ces moments de conférences, etc., qui subissent des pertes d'argent énormes, qui croient en une figure christique qui est finalement rien qu'un être humain qui manipule une foule. Et sur cette fin, ce qui est dingue, c'est que lui a complètement pété un plomb. En fait, il est passé à une étape dans laquelle on pensait pas le voir arriver quand on voit le début du film. Et quand il revient face à l'Américain, face à celui qu'il considère donc comme un dieu là où lui serait Jésus, il est complètement dans le doute de tout, il est au fin fond du trou et en fait il vit un dernier moment de choix. Un moment où, comme Adèle, il peut partir, il peut se sortir de ça, il peut reprendre un avion, rentrer en France, la retrouver et lui dire qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait c'était du grand n'importe quoi, ou alors il peut replonger complètement dedans. Et en fait il se retrouve lui-même à la fin dans la posture dans laquelle les autres personnages, ceux qui font partie de la foule au tout départ, sont depuis le début du film. Ils sont mal, lui aussi il est mal, il est au fond du trou, ils sont au fond du trou, enfin vous voyez, il est vraiment dans la même posture que les gens qui l'aident depuis le départ, face à un coach plus charismatique encore, parce que plus agressif, plus américain dans sa méthode, etc. Et il se retrouve dans la position de faire un choix. C'est exactement la même chose qu'avec le personnage de Julien au tout départ, qui lui n'a pas trop envie de parler devant les autres, pleure beaucoup, et où lui, hop, il vient toucher directement aux trucs un peu plus sensibles, etc. Bah lui, il est dans la même posture, la posture de j'ai besoin d'aide, posture du personnage qui, au lieu d'être là, devrait aller chez le psy. Vraiment. Et il se retrouve dans cette posture-là, et il fait un choix. Et ce choix, c'est de quand même rentrer sur scène, et voilà, face à une foule qui est énorme. Une foule qui fait 10 fois, 100 fois celle que lui, il a eue auparavant. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce moment de switch, parce qu'il est face au public, il a la possibilité encore de repartir, d'aller en arrière, et finalement, on le voit faire son choix, c'est un choix qui est conscient. Pour moi, dans ce moment, il a soit le choix de rentrer chez lui, de tout arrêter, et c'est encore bon pour lui, et il peut redevenir lui-même, soit il se jette à corps perdu dedans, et c'est ce qu'il décide de faire, et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand t'es au fond du trou, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu te retrouves seul face à tes problèmes, à te dire, mais en fait, j'ai tout perdu parce que j'ai fait n'importe quoi, etc. Ou est-ce que je choisis la voie qui m'a été tracée là-dessus, où j'ai un gars à côté de moi qui me propose des opportunités de dingue, qui me propose d'aller mieux, etc. Pour en revenir un petit peu sur le plan avec Daniel, qui est le personnage qui, du coup, autour duquel tourne tout le plan séquence, etc. On est sur aussi quelque chose de très intéressant, je trouve. Vraiment, on symbolise à ce moment-là la boucle d'emprise, l'emprise qu'a Matt autour de lui. Il arrive, il est face à lui, il rentre dans son espace personnel, comme il le fait avec tous ses adeptes concrètement, puis ça commence à tourner, on a là toute la manipulation, toute l'emprise qui se met en place, et ça tourne de plus en plus vite, au point que Daniel n'arrive plus à réfléchir. Et donc, il appelle son patron, il l'insulte et il quitte son boulot. Et là, ça prend des proportions énormes parce que Daniel, quand il va rentrer chez lui, il a plus de taf, il peut plus nourrir ses enfants, plus nourrir sa famille, il peut plus payer sa maison, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et j'ai trouvé ça très cool parce qu'il y a plein de petits moments comme ça où le film, il nous offre des choses très symboliques et très marquées d'un point de vue image par rapport à ce qui se passe. Et moi, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est des lectures qui sont trop intéressantes et c'est chouette d'avoir un film qui réfléchit non pas uniquement en termes de scénario, mais aussi en termes d'image, de ce qu'il peut apporter, comment on va imaginer une emprise avec simplement une caméra, etc. Je trouve ça très intéressant. Et ce qui est très chouette aussi dans cette histoire, parce qu'on parle de personnages, etc., de Matt qui va devenir un monstre dans cette scène, etc., c'est de voir à quel point les deux pètent un plomb à leur échelle. Il y a Daniel qui va péter un plomb parce qu'il va se sentir euphorique, etc., dans cette boucle d'emprise et du coup va appeler son patron, etc., tout ça, mais Matt qui pète un plomb, qui passe un cap aussi, qui vient intervenir directement dans la vie des gens, et c'est ça que la commission veut éviter à la base. Vraiment, on a les deux qui pètent un plomb à une échelle différente, et c'est très intéressant parce que du coup ça se mélange ensemble. C'est aussi parce que Matt pète un plomb
que Daniel va péter un plomb. Et du coup, il y a un truc qui se nourrit comme ça, et c'est vraiment là qu'on a une relation sectaire en fait entre les deux. On a le gourou et on a l'adepte, et on a l'influence du gourou sur l'adepte. Il y a une autre critique que j'ai trouvée assez particulière sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que Cyril Hanouna soit dans le film et que TPMP soit dans le film, et je me suis dit mais c'est pas possible, on n'a pas vu le même film, vous et moi je pense, parce que le fait que TPMP soit dans ce film, je sais pas si vous réalisez à quel point ils ont piégé Hanouna là-dedans. Je ne sais pas comment ils l'ont convaincu de faire le film, parce que sincèrement, je suis Hanouna et je comprends ce qui se passe, je refuse qu'on me mette dedans. En fait, ils ont mis en exergue le fait qu'il y a un seul plateau de télé aujourd'hui en France qui accepte de recevoir un mec controversé. C'est Hanouna et TPMP. C'est le groupe Bolloré. Il y a une seule chaîne qui le reçoit. Vous voyez pas un TF1, un France 2, un M6, etc. Vous voyez pas tout ça. Vous ne voyez qu'une chaîne qui est la chaîne la plus controversée aujourd'hui. Chaîne qui a carrément perdu son créneau parce que beaucoup trop de polémiques, etc. Avec un présentateur qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Et du coup, ça a tellement de sens. Le fait que Mathieu Vasseur finisse chez Hanouna, c'est une critique de TPMP. C'est montrer que la seule manière qu'il a, lui, en tant que personnage controversé, de faire entendre son bullshit, c'est d'aller sur une chaîne elle-même controversée. En fait, en faisant ce passage-là, c'est une critique de TPMP. C'est pas du tout pour le mettre en avant. Et en fait, c'est ce moment-là précis, et quand j'ai vu cette critique sur cette présence-là dans le film, que je me suis dit, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce film. Et du coup, ça me semblait important de le remettre en avant. Repensez à ça. Pourquoi est-ce que c'est TPMP? Pourquoi est-ce que c'est pas d'autres? Mais parce que justement, imaginez, c'est la seule chaîne qui donne du crédit à ce personnage qui est controversé, qui va aller jusqu'à tuer son frère parce que il a vrillé complètement. Je sais pas si vous avez capté le truc, mais je trouvais ça hyper important de revenir dessus. Ce qui est intéressant avec le personnage de Mathieu Vasseur, c'est que je m'attendais pas du tout à ce traitement-là. Je pense que comme beaucoup de monde, je m'attendais à ce qu'on rentre vraiment dans un aspect hyper sectaire, etc. Un truc qui part en vrille, où on arrive vraiment presque sur un niveau Nixium, pour les personnes qui connaîtraient l'histoire de cette secte en l'occurrence, un truc vraiment, voilà, trop bizarre, qui tombe dans la dérive très vénère. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant au final, c'est que déjà j'ai été surpris, ça n'a pas été traité de cette manière-là, mais ça a été traité selon moi de la meilleure des manières, dans le sens où on n'assiste pas à la manipulation d'un gourou, on assiste à la naissance d'un gourou. En fait, Matt, il est lui-même manipulé par le gourou américain, et en fait, il devient un gourou au fur et à mesure. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le film. Il est pas parfait, c'est pas un gourou de dingue, c'est pas un mec qui est adulé en continu. C'est un mec qui est en train de devenir un gourou. Parce qu'au départ, on y croit, on n'y croit pas, ça dépend de comment on est manipulé par le film. Mais soit il a vraiment voulu aider les gens et au fur et à mesure c'est arrivé, soit c'était pour l'argent. Parce que l'argent c'est aussi un sujet dans ce film. C'est un gros sujet, le rapport à l'argent. Et du coup, c'est un gourou en apprentissage. C'est un mec qui devient un gourou, qui à la fin a la consécration du gourou. Ça y est, à la fin du film, dans cette dernière frame, cette dernière image, à ce moment-là, il est gourou. Et si je me rappelle bien d'ailleurs, je crois qu'à la fin, on a le titre qui réapparaît. Je suis plus sûr. Je sais pas si je me suis inventé ce truc-là ou pas, mais il me semble qu'il y a ça à la fin et qui est... Voilà, c'est marqué, en fait. C'est réel, en fait. Et je trouve que c'est un film qui te donne plein de petites clés comme ça pour comprendre plein de petites choses. Donc, on ne peut pas reprocher à ce film le traitement du côté sectaire, parce qu'en réalité, c'est la création d'une secte. La secte de Matt qui arrive à la fin. À la fin, Matt, c'est devenu un gourou. Bah, c'est comme ça. Et c'est la fin du film. Et je trouve ça trop fort, parce qu'en fait, il est manipulé par un autre gourou, du coup il croit en ses propres idées, du coup lui-même devient un gourou à la fin, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, au tout début, moi, le personnage de Rudy, donc celui qui était son chauffeur et qui ensuite devient coach aussi, je le trouvais pas ouf. Je trouvais qu'il servait à rien dans le film, etc. Et finalement, en discutant, c'est ma copine notamment qui m'a relevé ce point-là, que j'ai trouvé très intéressant finalement dans l'analyse, et où je me suis dit, ah, finalement j'ai peut-être pas compris cet aspect-là. Selon elle, ce qui était le plus intéressant, c'est le fait que ça montre que, en ne réglementant pas tout ce truc de coaching, n'importe qui peut se prétendre coach de vie. Et c'est montré par l'absurde, et c'est vrai que moi j'avais pas capté ce truc-là tout de suite, mais quand il fait une vidéo en disant ouais, le coaching du jour, allez, pendant 5 secondes vous allez fixer quelque chose de rouge. Et bah ça marche auprès des gens aujourd'hui. Et en fait c'est vrai que du coup ça montre le fait que n'importe qui peut se prétendre coach de vie. Et là où lui il va prendre du coup en influence à la fin, c'est parce que lui va s'inscrire à la fac, etc., passer le diplôme et tout ça, et du coup ruiner
complètement Matt. Mais bon, ça c'est un autre aspect du film, c'est la partie plus thriller. Mais ce personnage que finalement je trouvais peu intéressant, bah finalement il apporte un truc qui l'est quand même. Et il traite une partie aussi du sujet qui est quand même intéressante, qui est Matt, c'est un personnage intelligent, qui fait des choix intelligents. Rudy, il est pas intelligent, pas du tout. Pour autant, grâce au réseau et grâce à ce qu'il fait, il gagne quand même en légitimité, parce qu'on lui donne cette légitimité. Et du coup, c'est un personnage qui vient rapporter cet aspect-là. Et voilà. Et de toute façon, en 2h06 de film, on ne peut pas traiter tous les aspects d'une secte, d'un mouvement à dérive sectaire, du coaching, etc. Il faut faire des choix, et des choix ont été faits. Et je trouve, pour ma part, que ça traite quand même suffisamment de sujets en un temps assez réduit, donc pour ma part c'est réussi en tout cas. Ce que je trouve intéressant dans le personnage de Matt et qui m'a fait me dire que en fait on était manipulé nous-mêmes en tant que spectateurs depuis le départ, c'est que rappelez-vous au début de cette vidéo je vous ai dit que l'un des moments qui est touchant et qui nous fait aimer le personnage, c'est quand il nous parle de son enfance. C'est quand il nous dit oui alors voilà ça a été difficile avec mon frère, nanana, c'est larmoyant, il y a une embrouille de famille et tout, et si vous avez eu une famille dysfonctionnelle, vous voyez parfaitement de quoi on parle quand on parle d'engueulade comme ça en famille. Si vous avez déjà eu des soucis à l'intérieur de votre famille, vous savez aussi ce que ça représente comme douleur, comme difficulté, d'être en conflit avec des gens qu'on est censé aimer parce qu'on est censé faire partie de la même famille, et donc forcément, on est tous pris au piège là-dedans. Et finalement, c'est sur la fin du film qu'on vient nous apporter la notion de la puissance du faible. Le fait qu'il y a des gens qui se font passer pour faibles pour manipuler les foules. Et à ce moment-là, je me suis dit, purée, on s'est tous fait avoir par le film. On s'est tous fait avoir parce que dès le départ, on se dit, ah ouais, mais quand même, il a eu une enfance difficile, etc. Et à la fin, on vient te dire, qui te dit que c'était vrai? Et même si c'était vrai, est-ce que ça n'a pas été réagencé pour faire en sorte que toi, tu sois pris à partie dans le truc et que tu te dises, ah mais Matt, en fait, c'est un mec qui souffre et qui du coup a voulu aider les gens et qui se retrouve dans un engrenage parce que lui-même, il est manipulé par l'américain. Mais est-ce que ça, même, c'est vrai? On ne sait pas. Et je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort parce qu'on ne saura jamais et je trouve ça trop cool. On est manipulé de la même manière. Et je pense que c'est un film, du coup, si on le revoit plusieurs fois et qu'on se force à se dire je veux pas être manipulé comme la première fois par ce film, on verra d'autres choses. On verra des choses qu'on n'a pas vues la première fois et du coup je trouve ça trop chouette. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été amenées notamment sur le personnage de Julien, qui est le personnage qui finit par en finir à un moment donné du film, où j'ai entendu certaines personnes dire que c'était trop, que ça allait trop loin, etc. Mais rendez-vous compte que c'est réel. Rendez-vous compte qu'il y a des gens qui s'endettent à un point qu'ils en arrivent à cet extrême-là parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Il y a des gens, c'est toute leur vie le coaching, parce que c'est des gens qui devraient aller consulter un psy pour aller mieux et qui, au lieu d'aller chez le psy parce qu'on leur a mis en tête que le psy c'était pour les fous, ils préfèrent aller en coaching. Ils préfèrent aller là-dedans parce qu'ils sont persuadés que ça va les sauver, alors qu'ils ont besoin d'une personne avec un diplôme qui va leur permettre de réussir à s'en sortir, de faire le point sur leur vie, de remettre les choses d'équerre, etc. Et Julien, c'est ce personnage-là. Et on est dans un film, on est dans une fiction, d'accord? Fiction qui dénonce, on n'est pas dans un documentaire. Donc, c'est montré de la meilleure des manières, selon moi, l'extrême dans lequel on peut tomber, que ce soit d'un point de vue adulation. Ensuite, il y a la désillusion, parce que le prophète qui est Matt, il va le décevoir, le Julien. Donc, il va créer son site internet qui va faire que Matt va arriver, etc. Et que il va décider d'en finir de cette manière-là. Pour piéger ou pas Matt, on ne sait pas. Mais le fait est que Matt, à ce moment-là, il a du sang sur les mains pour la première fois. Parce qu'il est responsable de ce que Julien a fait. Donc, c'est hyper intéressant et c'est un extrême qui peut arriver. Et donc, minimiser ça en disant « oui, ça ne servait à rien », c'est fermer les yeux sur le fait que c'est déjà arrivé, et malheureusement ça continuera d'arriver si c'est pas plus réglementé, tout simplement. Et d'ailleurs, dans ce côté croyance, etc., il y a quelque chose qui est très intéressant, et qui fait encore le pont avec les idées de l'ésotérisme, c'est le fait de l'utilisation des réseaux. Alors je sais qu'il y a des critiques qui disent oui, il n'utilise pas assez les réseaux et tout, après encore une fois, en 2h06, on peut pas tout traiter non plus, selon moi. Et en fait, les réseaux, ce qui est intéressant, c'est que déjà ça te montre le fonctionnement, c'est-à-dire ah ouais, Matt, en fait, il a fait ça, etc., et du coup, il y a une trend qui se crée, enfin en tout cas une trend d'appréciation de lui, mais aussi, ça parle d'un truc, ça vous glisse une petite idée. Il y a plein de gens qui parlent de croyances sur les réseaux, qu'importe la religion, mais aussi les croyances New Age, l'ésotérisme, les lois de l'attraction, les machins comme ça, même les théories du complot. Il y a tellement de choses, sur TikTok notamment, ça pouvait pas être développé parce que ça pourrait être un film à part entière, à mon sens. Mais c'est là, c'est quand même présent. Et du coup, moi je trouve ça cool qu'on ait parlé des réseaux parce que j'espère que ça sème des petites graines dans votre cerveau aussi là-dessus de faites attention à ce sur quoi vous tombez sur les réseaux. Le problème
magistrale d'un personnage comme celui de Matt, hein, et qui est aussi le problème de tous les coachs en développement personnel aujourd'hui, c'est elle est où la bascule en fait entre la manipulation et le soutien. Parce que il y a plein de biais qui rentrent en compte, on est beaucoup dans la manipulation, etc. Mais pour autant, il y a aussi des choses qui sont vraies. Je veux dire, Matt a des propos qui sont réels, des choses qui peuvent aider les gens, et aussi des choses qui ne vont pas les aider. Et en fait, là où se joue la manipulation, c'est comment les éléments vont être imbriqués les uns avec les autres et comment ils vont être mis en rapport et exprimés pour passer de la thérapie finalement à la manipulation. Et lui, il joue constamment sur les deux pans. Parce qu'il y a des choses qu'il dit, bah oui, c'est vrai. Et puis il y a des choses qu'il dit, tu dis, wow, attends, t'as un peu trop interprété une notion de psychologie là à ta sauce, en fait. Et je trouve ça très intéressant de voir à quel point n'importe qui peut vous faire croire n'importe quoi. Je veux dire, moi-même qui vais chez le psy, je peux vous dire des choses que ma psy m'a dit, et puis faire en sorte qu'il y ait 2-3 détails de ce que ma psy m'a dit que je revois à ma sauce. Puis vous allez me croire, et peut-être que ça vous fera du bien comme conseil. Et puis du coup, au fur et à mesure, tac tac tac, vous allez plus me croire, plus, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où je peux vous raconter n'importe quoi, et vous allez me croire. Et c'est ça qui est intéressant dans le traitement, et c'est ça qui est intéressant aussi à considérer en tant que spectateur, en tant que public, que ce soit de ce film, mais aussi de tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux, en conférence, etc. Et c'est nécessaire sur ce sujet d'avoir un recul, vraiment. Autre point sur les réseaux d'ailleurs, parce qu'on parle de TikTok, etc., mais j'ai vu des critiques qui disaient que oui, en fait, on dénonce pas les influenceurs. Mais en fait, c'est pas le but du film, tout simplement, c'est pas le but du film de dénoncer les influenceurs, on n'est pas là pour ça, on est là pour montrer qu'en fait, il y a plein d'outils possibles à la disposition de Matt pour qu'il en arrive à ce stade-là. On n'est pas là pour dénoncer les influenceurs, même si de toute façon ça les dénonce, parce que ils deviennent que des outils. Et en fait, finalement, est-ce que c'est pas ça? Je vous pose la question, les influenceurs aujourd'hui. Est-ce que c'est pas juste des personnes outils qui vont faire des vidéos sur les réseaux, etc., et qui vont parler de quelque chose, et vous allez les croire ou pas les croire, mais dans tous les cas, on rappelle, hein, une critique, qu'elle soit positive ou négative, ça reste de la visibilité. Donc voilà, ça suffit selon moi à critiquer les influenceurs. Et encore une fois, on n'a pas assez de temps pour tout traiter du sujet. Vous vous rendez pas compte, je pense, de à quel point c'est fat comme sujet à traiter. C'est énorme. Mais alors, quid de mon avis sur ce film? Mon avis sur ce film, vous l'avez déjà compris, je pense, dès le début de cette vidéo, mais pour moi, c'est un film, déjà, dans un premier temps, que j'ai adoré à titre personnel en tant que spectateur. Déjà, c'était la première fois que je voyais Pierre Ninet, parce que j'avais jamais regardé un film avec Pierre Ninet, et j'ai trouvé ça fou. Et c'est un film qui, moi, m'a touché particulièrement, du fait d'une expérience aussi, que je vous partagerai, mais pour ça, je prépare un format témoignage documentaire, pour vous parler justement des dérives sectaires dans le milieu New Age et de l'ésotérisme, etc. Plutôt du côté du témoignage, puisque c'est quelque chose que personnellement j'ai vécu, et en fait, l'ayant vécu, cette dérive-là, de mon point de vue, etc., le film Gourou est hyper nécessaire. Et je peux comprendre que on l'ait pas aimé quand on n'est pas forcément au fait de tout ça, mais je pense que si vous n'aimez pas ce film, c'est que vous n'avez pas forcément la conscience de ce qui se passe pour de vrai dans le monde réel, là, à ce niveau-là. Et du coup, moi, c'est un film que je trouve nécessaire, parce que je trouve que c'est un film qui dénonce, un film qui est hyper important, qui vous apporte aussi du divertissement, mine de rien, mais qui porte beaucoup de messages qui sont extrêmement importants. J'ai adoré le jeu de Pierre Ninet, je sais que, voilà, j'ai entendu aussi des critiques qui disaient qu'il jouait mal, et je me suis dit, mais les amis, mettez le pied au théâtre, par pitié. Pierre Ninet, c'est un acteur du théâtre, c'est un acteur de la comédie française, à la base. Et là, il joue un rôle d'un mec qui est sur scène, donc il a un jeu théâtral au cinéma. Et je pense que c'est ça qui a dû perturber plusieurs personnes, mais il a un jeu qui est d'une justesse dingue, un jeu théâtral de fou, un jeu qu'on recherche au théâtre. Donc forcément, pour moi, c'était une excellente expérience, un film qui m'a fait beaucoup de bien aussi, d'un point de vue psychologique, je dirais, mais surtout d'un point de vue réflexion, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait fait me poser des questions, qui m'avait fait me dire, mais en fait, tel truc, c'est avec tel truc, etc., mais en fait, il y a un lien entre ça, mais en fait, cette image, ça rappelle ça, etc. Ça faisait très longtemps qu'un film m'avait pas donné envie de poster une critique, m'avait pas donné envie d'aller dans l'analyse et la suranalyse de ce qu'il propose, etc. Et encore là, je vous dis les choses, j'ai des notes rapidement ici, mais voilà, je pense que si je le mettais à l'écrit, ce serait encore plus conséquent en termes d'idées, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon film qui, moi, m'a donné envie de voir les autres, de Yann Gozlan en l'occurrence, et de continuer à regarder la filmographie de Pierre Ninet, mais un film, selon moi, qui est plus qu'important, que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu, et que je vous encourage à revoir si vous l'avez déjà vu, parce que c'est un film qui raconte des choses qui sont, encore une fois, réelles. Et on a besoin de films comme ça. Et j'en profite, dernière parenthèse là, parce que j'allais oublier un sujet quand même très intéressant et très important. Il y a énormément de critiques qui disent que, oui, Pierre Ninet, il fait un film, alors que sa femme, elle fait elle-même des conférences et tout.
Il y a un principe de base dans un couple qui est que il y a un humain, il y en a un deuxième, ils sont amoureux, même des fois ils font des enfants. C'est pas les mêmes personnes. La femme de Pierre Ninet, elle est pas comédienne, elle est pas actrice. Pierre Ninet, il est pas coach. Donc en fait, reprocher à Pierre Ninet le fait que sa femme fasse un truc qui est proche d'un film dont lui-même il a eu l'idée, je trouve que c'est un biais de raccourci un petit peu bancal. Je n'irai pas reprocher à Pierre Ninet de critiquer un truc que sa femme fait. Je sais qu'il y a beaucoup de nuances qui essaient d'être apportées sur le bon ou le mauvais coaching, mais ça je pense que de toute façon c'est à vous de déterminer ce que vous en pensez. Que vous trouviez que oh là là mais c'est quand même bizarre etc, vous oubliez juste un truc, c'est pas les deux mêmes personnes. C'est pas parce qu'ils sont en couple que c'est la même personne, tout simplement. Sa femme elle fait ses trucs, lui il fait ses trucs, et je veux dire s'ils ont des comptes à régler sur le fait que oui en fait t'as parlé de mon métier et en fait ça me donne une image pas dingue, ouh voilà, ça les regarde, hein, c'est dans leur couple que ça se passe. Nous on n'a rien à dire là-dessus, et ça n'enlève rien à l'impact du film, absolument rien. J'ai pas compris cette critique, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien à ce film, ça n'apporte rien de plus que on se croirait dans les trucs de gossip quoi. Franchement ça sert à rien. Bref, je te remercie très fortement d'avoir suivi cette critique. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, booster si tu le peux aussi, bien évidemment, ça me ferait super plaisir. Sache que cette vidéo, c'est la première partie d'un diptyque, voire triptyque, qui arrivera plus tard, sur la question des sectes. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, comme je l'ai dit, parce que je suis passé par un mouvement de dérive sectaire à un moment donné de ma vie, qui me donne envie d'en parler, évidemment, sur Internet, parce que c'est important de vous sensibiliser à ça. Et je trouve que critiquer le film Gourou, c'est une bonne porte d'entrée. Vous aurez une deuxième vidéo où ce sera une réaction d'une critique d'un critique ciné que vous connaissez très bien, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit, et je trouve ça intéressant de démonter des arguments aussi avec mon point de vue, tout ça dans le respect et la bienveillance bien évidemment. C'est pas parce que je suis pas d'accord que on est obligé de s'insulter. Et ensuite, cette série de vidéos se terminera sur donc le documentaire témoignage que je compte vous tourner sur le sujet, mais qui sera une vidéo plus longue à tourner, donc qui arrivera, je sais pas, d'ici 2027 je pense. C'est un projet qui me tient très à cœur et que voilà, je suis content parce que au moins je vous en parle là et ça me met un peu le pied à l'étrier, etc. Dites-moi votre avis sur le film dans les commentaires. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Votre espace pour vous exprimer, c'est là-bas, dans le respect et la bienveillance comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.